Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors depuis plusieurs semaines déjà, j'ai mon flux Instagram, Twitter, etc. rempli de contenu lié à ChatGPT. J'imagine que tu as déjà entendu parler de ChatGPT, probablement que tu as vu certains exemples bluffants de ChatGPT et surtout, j'imagine, des exemples liés au code. Alors, tu peux demander à ChatGPT beaucoup de choses. Par exemple, tu peux lui demander de te créer une application, une to-do list en React et finalement, ça a l'air de fonctionner. Tu peux lui demander de générer des algos, de tri, de faire des piles, etc. Et ça marche. Et évidemment, ça commence un petit peu à faire peur aux développeurs. Je veux dire, il y a plus de 15 ans déjà, les développeurs avaient peur des outils de génération de code, des outils no-code, même de WordPress. Et depuis quelques années, les intelligences artificielles font un petit peu peur aux développeurs. Mais avec l'arrivée de ChatGPT, eh bien, je pense que les développeurs ont de plus en plus de sueur froide. Et d'ailleurs, certains pensent déjà peut-être que leur métier est foutu. Et certains pensent peut-être que c'est même pas la peine d'essayer d'apprendre à coder et de devenir développeur. Mais tu vas voir dans cette vidéo que ChatGPT est un très mauvais développeur et surtout que tu ne devrais pas travailler avec lui ni lui faire confiance. Et tu verras d'ailleurs pourquoi Stack Overflow a décidé tout simplement de bannir les réponses venant de ChatGPT jugées de trop faible qualité. Alors au-delà du wow effect indéniable que provoque ChatGPT, j'ai voulu savoir si ChatGPT pouvait en fait remplacer un développeur ou du moins voir comment ChatGPT pouvait aider les développeurs dans leurs tâches. Alors au lieu de générer une simple to-do list en React, je me suis dit que j'allais essayer de résoudre un vrai problème de développeur, c'est-à-dire un problème sur lequel on travaille dans le bootcamp React, un problème en React bien sûr, c'est-à-dire la migration d'une librairie, d'une version de librairie vers une autre version de librairie. Donc tout ce qu'il y a de plus basique chez un développeur. Alors avant de commencer quand même et pour comprendre, pour que tu puisses un peu capter les absurdités ou du moins les limitations de ChatGPT, tu dois un petit peu comprendre rapidement comment fonctionne ChatGPT. Alors c'est quoi le fonctionnement, le mécanisme derrière le ChatGPT? Bien, dans les grandes lignes, c'est un algo qui s'appelle le LLM, c'est-à-dire Large Language Model. Donc en gros, c'est un algo de deep learning. Son but, il est très simple, c'est-à-dire prédire le prochain mot. C'est aussi con que ça, c'est-à-dire prédire le prochain mot. De la même manière que sur ton clavier intelligent sur ton téléphone, si tu tapes salut, il va te proposer ça va. C'est aussi con que ça. Mais pour que ça ait l'air aussi impressionnant, et bien évidemment, il lui faut des quantités de données énormes, ce qu'on appelle des datasets. Alors, il se baserait principalement sur des données de type commoncrawl.org. Tu peux aller voir sur le site, c'est une base de données en fait qui contient beaucoup de sites web indexés, de crawl on va dire, qui contient énormément de pages web, c'est-à-dire Wikipédia, etc. et probablement des sites comme Stack Overflow. Et c'est peut-être là qu'est le problème, mais on y reviendra un petit peu plus tard à la fin de la vidéo. Il y a aussi dans leur manière de faire des ajustements, on va dire, faits par des humains pour éviter que l'algo soit un peu trop, on va dire, raciste ou générer des fake news, etc., etc. Le but de tout ça, c'est tout simplement tenter de générer un texte crédible et les textes générés, code compris, reflètent en fait les données qui ont été les données d'entraînement, tout simplement. Alors maintenant que tu as compris un petit peu dans les grandes lignes comment fonctionne ChatGPT, eh bien revenons sur notre exemple concret de développeur, c'est-à-dire la migration d'une librairie. C'est une opération assez courante et dans notre cas, on va faire quelque chose de plutôt basique, c'est-à-dire de faire la migration d'une librairie qui s'appelle Reactable de la version 7 vers la version 8. Alors t'inquiète pas, si t'es pas développeur ni développeur React ni quoi que ce soit, les exemples sont assez basiques, tu devrais comprendre. Alors c'est parti, demandons à ChatGPT de nous aider à migrer notre fameuse librairie. Alors première chose, donc je demande à ChatGPT comment migrer de Reactable V7 vers Reactable V8. Donc ce que me dit ChatGPT, donc pour migrer de Reactable V7 à la V8, voilà les étapes à suivre. Donc mise à jour des dépendances. Très bien, tout ce qu'il y a de plus basique. Reactable V8 nécessite React 16.8 ou plus récent. Donc voilà, il te donne un peu les versions, etc., etc. Refactorer le code. Bah oui, effectivement, merci de nous préciser qu'on doit refactorer le code. Il y a de nombreux changements de syntaxe entre les deux versions. Par exemple, les composants de colonne sont maintenant des fonctions plutôt que des classes. Alors là, on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Tu vas voir que c'est un petit peu, on va creuser ce point-là parce que ça paraît un peu bizarre qu'ils nous disent que, eh bien, pour définir les composants de colonne, eh bien,
c'est des fonctions plutôt que des classes. Ça me semble déjà suspect parce que ça fait un petit moment qu'on n'utilise plus de classes en React. Mais bon, bref, on va essayer de creuser un petit peu ce point-là. Ensuite, il nous dit mise à niveau de la documentation, la doc a changé. Il nous dit que c'est intéressant de tester. Bah oui, merci, c'est sympa, on va essayer de tester. Et puis, il nous dit, il est important de noter que les étapes peuvent être difficiles à suivre si votre application utilise des fonctionnalités spécifiques, etc. Bon, bref, c'est assez générique, mais au moins, ça nous donne une première piste, notamment sur les colonnes, etc. Il nous dit que ça a changé de format. Donc, je lui demande, peux-tu rentrer dans le détail sur la mise à jour des colonnes? Alors, sur la mise à jour des colonnes, on lui demande de rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'il nous dit ChatGPT? Dans Reactable V7, les colonnes étaient définies en utilisant des composants de classe qui héritaient de classes de colonnes. Ces composants de classe, blablabla, etc. Donc là, il nous dit que dans la V8, maintenant ça c'est fini, on utilise plutôt des fonctions de rendu. Donc il nous donne un petit bout de code pour React V7. Donc on voit que c'est fait sous forme de classe. Et il nous montre dans la V8, il nous dit que c'est fait sous forme de fonction. Donc là déjà, je me dis, moi j'utilise la version 8 de Reactable et j'utilise pas des classes déjà. Donc déjà, je trouve ça un petit peu suspect, même s'il me propose une solution dans la V8, mais a priori je l'utilise déjà, donc ça m'a pas l'air assez pertinent. Donc ce que je vais faire, je vais lui poser la question parce que peut-être que j'ai pas été assez précis sur la version. Je dis de la version 7 à la version 8. En fait, on utilise la version, c'est la version 7, c'est la version majeure, mais il y a les versions mineures. Donc je lui demande, est-ce que c'est pareil avec la version 7.8.0? Et donc là, il nous dit la version 7.8.0 de Reactable est sortie après la version 8 de Reactable. Il y a donc des différences entre les deux versions. Pourquoi pas? Il nous dit il y a des nouvelles fonctionnalités de performance, etc. Bon, des trucs assez logiques, mais rien de fou. Il nous dit qu'il est donc possible d'utiliser Reactable V7.8. Bon, voilà, donc que des choses basiques qui nous aident pas vraiment à avancer. Donc du coup, je vais quand même creuser un petit peu cette histoire de définition de colonne sous forme de classe parce que ça me paraît suspect. Et je lui dis, es-tu sûr que dans la version de Reactable 7.8.0, on doit utiliser les classes pour la définition de colonne? Je veux quand même être sûr pour cette histoire-là parce que voilà, j'essaie d'être plus précis. Et là, ça commence. Donc, il nous dit, je suis désolé, mais je me suis trompé dans ma réponse précédente. Donc, au moins, contrairement à certains humains qui n'osent pas dire qu'ils se sont trompés, au moins ChatGPT, lui, il n'hésite pas à dire qu'il s'est trompé. Donc, il dit, je me suis trompé. Même dans la V7.8.0, les colonnes peuvent être définies en utilisant des fonctions de rendu plutôt que colonnes ou aussi des classes, machin. Il n'est donc pas nécessaire de refactorer les définitions. Heureusement, parce que j'ai failli me lancer. Bref, il te dit après blablabla du rendu de colonne, bon, des choses un peu basiques. Il nous est important de noter que les propriétés, il revient sur les propriétés, il nous dit que ça peut changer, etc. Donc c'est des choses assez génériques. Alors du coup, comme j'ai un petit doute entre la 7.8 et la 7.0, enfin entre la 7.8 et la 7, je lui demande encore cette histoire de classe, ça me perturbe même pour la 7.8. Donc je lui demande, es-tu sûr que dans la version 7, on doit utiliser les classes pour la définition des colonnes? Je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui était vraiment dans la version 7. Je suis désolé, je me suis trompé dans ma réponse précédente. Dans la version 7 aussi, et pas uniquement la 7.8, les colonnes peuvent être définies en utilisant des fonctions de rendu de colonnes. Donc en fait, finalement, il me fait tourner autour du pot pour pas grand-chose. En fait, bah voilà, ta définition de colonne, c'est des fonctions. Bon, bah c'est des fonctions. Pas besoin de me lancer dans des choses comme ça. Bon, je vais avancer un petit peu. Je vais lui dire, à part pour la définition de colonne, qu'y a-t-il à migrer? Donc j'essaie de voir ce qu'il y a à migrer. Donc là, on retourne sur les choses basiques. Donc bref, tu vois qu'il reformule la question et puis il te dit, bah voilà, outre la définition des colonnes, voici quelques autres choses à apprendre lors de la migration V7 vers une version ultérieure. Donc il revient sur la mise à jour des dépendances, changement de syntaxe, changement de fonctionnalité, bref, que du basique qui nous avance pas des masses. Donc du coup, je vais lui demander plus sérieusement quels sont les gros changements de syntaxe. Vraiment, c'est là que ça nous intéresse. Donc les gros changements de syntaxe dans cette migration, on va avancer un petit peu. Donc il nous dit, il y a plusieurs changements de syntaxe importants entre les différentes versions de Reactable. Il revient sur la définition des colonnes. Dans les versions intérieures de Reactable, les colonnes étaient définies en utilisant des composants de classe qui héritaient de la classe de colonne de base. Donc déjà, j'ai discuté avec ChatGPT, il m'a dit non, je me suis trompé. Je lui dis bon, maintenant, quelles sont les choses les plus importantes? Et il ressort cette histoire de classe alors qu'on a vu que c'était pas du tout nécessaire. Donc déjà, il nous fait encore tourner en bourrique. Il nous dit qu'il y a les propriétés de colonnes. Donc ça, c'est voilà, il nous dit que les propriétés de colonnes, elles ont changé, telles que les entêtes, etc. Donc on va voir ce que c'est. Il nous dit les méthodes du cycle de vie aussi. Alors là, c'est intéressant. Il nous dit les méthodes du cycle de vie. Certaines méthodes
du cycle de vie comme Component Will Receive Props ont été remplacés par des méthodes alternatives dans les versions récentes de Reactable. Ok, là j'ai un peu de doute parce que je me dis bah non quand même, enfin ça fait un moment que la V7 quand même utilise, enfin voilà, on n'utilise plus les Component Will Receive Props depuis bien longtemps. Dans la V7 il y a les hooks depuis bien longtemps. Pourquoi vient-il me rajouter ces histoires de Component Will Receive Props? Ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Donc je vais essayer d'aller creuser ce point là et je vais lui demander, mais es-tu sûr que dans la V7 il y a toujours des Component Will Receive Props? Ça me paraît bizarre, on n'utilise plus trop ces trucs là. Je m'excuse, j'ai fait une erreur dans ma réponse précédente. En effet, dans React 16.3, React a supprimé les méthodes du cycle de vie comme Component Will Props qui ont été remplacées par des méthodes alternatives telles que Get Derived State From Props. Voilà. Ces changements de cycle de vie ne sont pas liés à Reactable, mais à React en général. Donc cela ne s'applique pas à Reactable. Donc il me donne un truc qui n'a rien à voir avec Reactable. Il me pollue entre guillemets le cerveau. Pas besoin de me donner ce genre d'infos qui n'a aucun sens. Ça me pollue ma migration. Bref, on va continuer. Je lui demande ce qu'il m'a parlé des propriétés de colonne. J'ai pas très compris. Donc je lui dis, peux-tu détailler sur les propriétés de colonne? Je n'ai pas compris. Dans Reactable, les propriétés de colonne permettent de définir les caractéristiques d'une colonne, telles que l'entête, les colonnes, etc., la façon dont les données seront triées, etc., etc. Dans les versions antérieures de Reactable, les propriétés de colonne étaient généralement définies en utilisant des méthodes de composants de colonne. Par exemple, pour définir le titre de l'entête de colonne, vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle getHeaderProps dans le composant de colonne. Dans les versions récentes de Reactable, les propriétés de colonne sont définies en utilisant des propriétés d'objets. Bon, il nous file un petit bout de code, très bien, entre la V7 et la V8. Très bien, il me donne un bout de code. Problème, il revient à la charge avec son bout de code sous forme de classe alors que ça fait longtemps qu'on n'utilise plus React sous forme de classe. Mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est l'histoire de HeaderProps. Donc, ok, très bien, il me donne un bout de code en V7. Je vais dire ok, pourquoi pas. Et il me donne un bout de code de Reactable en version 8. Donc là, je regarde le code généré de Reactable en version 8. Merci, très bien. ChatGPT, tu m'as donné un bout de code. Et je vois que tu me parles de Table Header Cell. Très bien. Alors je me dis c'est nouveau, peut-être que c'est une nouveauté. Moi j'ai jamais vu ça, je développe avec Reactable, j'ai jamais vu table.headerCell. Donc voilà, peut-être une nouveauté, je vais lui poser la question. Alors je lui dis, es-tu sûr que table.headerCell fasse partie de Reactable? Je m'excuse, j'ai fait une erreur dans ma réponse. Table.headerCell n'est pas une partie de Reactable, mais plutôt de la librairie Material UI. Qu'est-ce qui vient me parler, qu'est-ce qui vient mixer de bouts de code de Reactable et de Material UI? Alors après, c'est vrai qu'il dit, oui, il est important de noter que Reactable est un composant indépendant, machin, qu'on pourrait mixer les deux. Mais bref, il vient nous embrouiller. Peux-tu me donner un exemple de code utilisant les propriétés de la V8? Voilà, on va aller directement, montre-moi un bout de code avec les propriétés de Reactable V8. Alors il me dit, d'accord, voici un exemple de définition de colonne en utilisant les propriétés de colonne dans Reactable V8. Donc là, il me donne un joli bout de code, très bien, merci ChatGPT, je peux le croire sur parole, mais j'ai comme un doute, il me semble, je suis pas sûr, que Sortable, ça soit plus ici. Pourquoi me met-il des propriétés avec Sortable? Parce que j'avais l'impression que c'était plus ici. Je vais lui demander, es-tu sûr que Sortable est dans la V8? Je suis désolé, je me suis trompé dans ma réponse. Sortable n'est pas une propriété de la version 8 de Reactable. Pour trier les données, vous pouvez utiliser les propriétés comme default sort dec ou default sort ask. Et aussi, il y a aussi une propriété qui s'appelle onSortedChange. Très bien, ok, merci. Donc du coup, peux-tu nous donner un exemple avec ces propriétés? D'accord, merci. D'accord, voici un exemple d'utilisation avec default sortDesc et onSortedChange pour trier les données dans Reactable V8. Très bien. Il nous donne enfin un bout de code en V8 avec toutes ces nouvelles propriétés. Très bien, sauf que c'est encore bidon puisque dans Reactable V8, tu peux aller vérifier onSortedChange n'est pas du tout dans l'API de Reactable V8. Donc bref, tout ça pour te dire que c'est beaucoup d'énergie pour finalement pour le moment pas grand chose, en tout cas pour ce type de boulot de développeur qui est une tâche assez courante, qui est une migration d'une version de librairie vers une autre. Alors il peut te donner des pistes, mais tu vois qu'effectivement là on est loin d'un boulot, voilà, je vois pas comment ChatGPT avec cette qualité là
peut vraiment donc te remplacer. Alors tu vois bien la limitation de ChatGPT et tu comprends maintenant pourquoi Stack Overflow a décidé tout simplement de bannir les réponses venant de ChatGPT pour le moment. Alors une des raisons évoquées pour expliquer que ChatGPT est à l'ouest, du moins sur le code. Alors au-delà que c'est un modèle qui est en cours d'ajustement, eh bien c'est un dataset, c'est-à-dire le dataset de Stack Overflow qui contient évidemment toutes les réponses de Stack Overflow. Et comme tu le sais, dans Stack Overflow, tu as toutes les réponses pertinentes, c'est-à-dire les bonnes réponses qui ont le plus de votes utiles, mais tu as aussi toutes les réponses, on va dire merdiques, c'est-à-dire toutes les réponses de tout le monde avec les commentaires, etc. Et donc toutes les erreurs aussi sont inclus dans le dataset, ce qui pourrait en fait induire en erreur ChatGPT. Et en plus, c'est un dataset qui aurait plus de 2 ans, donc pour le coup, c'est pas vraiment à jour. Et là aussi où il y a des entraînements humains pour ajuster le modèle, comme je t'ai dit en début de vidéo, eh bien il faudrait probablement des développeurs qui éduquent le modèle. Et là, je peux dire que c'est pas prêt d'arriver. On peut trouver des humains éduquer le modèle pour reconnaître qu'un chat est bien un chat et qu'une poule est bien une poule, mais trouver des développeurs confirmés pour entraîner un modèle, ça me semble un petit peu compliqué. Alors en conclusion, ChatGPT, la version 3 de ChatGPT est certes vraiment bluffante sur pas mal de points, ça c'est indéniable. Je pense qu'elle peut aider les développeurs sur des points précis, mais les développeurs doivent absolument maîtriser le contexte et être capable de remettre en cause, de remettre en question les réponses de ChatGPT. En gros, vois les réponses de ChatGPT comme les réponses ayant eu le moins de votes sur Stack Overflow. Tu sais, quand tu arrives sur Stack Overflow, tu as quelqu'un qui t'a mis une réponse, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de truc. En règle générale, ça sent pas très bon. Tu peux explorer la piste, mais tu vas pas creuser plus que ça. Et là, c'est la même chose. ChatGPT te donne une réponse, tu dis bon, à voir, à tester, mais faut pas non plus, faut prendre ces réponses avec des pincettes et il faut aller creuser bien sûr à partir de là. Alors même si le modèle a évolué, on est sur un modèle là à 175 milliards de paramètres, on va passer à 100 000 milliards de paramètres. Donc là pour ChatGPT 4 ça va être encore plus ouf. Garde à l'esprit quand même que le métier de développeur ne disparaîtra pas de sitôt. Il y aura probablement ce qu'on appelle un décalage des compétences, c'est-à-dire que les développeurs effectivement perdront peut-être moins de temps sur des choses basiques, là où avant tu perdais du temps sur des choses un peu connes, là tu iras beaucoup plus vite. Ils seront aidés par des IA à faire des choses un peu plus complexes. J'ai envie de dire, c'est comme à l'époque avant Internet. Avant Internet, il y avait des développeurs. Et les développeurs avant Internet, eh bien, ils allaient regarder, ils allaient lire dans les bouquins. Quand Internet est arrivé, quand Google est arrivé, où tu peux avoir la réponse en 1 seconde, ça n'a pas tué le métier de développeur. Ça a juste fait un décalage de compétences. Et maintenant, eh bien, sur ton information, tu cherches quelque chose, tu as l'information en une demi-seconde. Là où avant, tu pouvais passer une après-midi dans les livres pour avoir une information. Donc, c'est juste un décalage de compétences. Ça va améliorer la productivité des développeurs et pour peu que les développeurs sachent utiliser ces nouveaux outils. Alors en attendant, continue d'apprendre le code, c'est pas fini, on cherche toujours autant de développeurs, front-end, back-end, JavaScript, Node.js, TypeScript, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour te faire un petit rappel, la réouverture du bootcamp React Mastery, eh bien c'est pour le début du mois de février. Donc si tu veux être prévenu de l'ouverture, si tu veux récupérer quelques infos, etc., je te mets un petit lien dans la description de cette vidéo. Tu n'auras pas besoin de ChatGPT pour te dire où est ce lien. Ciao!